Bonjour jeunes gens. Puisqu'on a insisté lourdement, je vais sortir de ma retraite pour vous parler du juge de la mise en état. En effet, dans le cadre de la simulation, vous aurez un juge de la mise en état en la personne de l'excellent, l'irremplaçable Mathias Murbach. Alors, en gros, le juge de la mise en état aujourd'hui, c'est la même chose que le juge de la mise en état avant. Sauf que ça ne s'appelle plus le tribunal de grande instance, ça s'appelle le tribunal judiciaire. Mais votre juge de la mise en état, vous l'avez dans la procédure écrite ordinaire, qui est comme par hasard exactement la même que la procédure devant le tribunal de grande instance, comme on dit, à un cheval près, c'est-à-dire qu'il y a quelques petits détails, et même un point important, qui sont modifiés. Alors, en théorie, un juge de la mise en état, il n'y en a pas toujours dans la procédure écrite ordinaire, puisque vous savez qu'on peut avoir un circuit hyper court, notamment si la procédure est par défaut, on renvoie tout de suite à l'audience, parce que comment voulez-vous mettre un truc en état s'il n'y a personne en face? Encore que ça puisse se discuter. Bon, mais c'est vrai que le juge peut toujours d'ailleurs demander des éléments complémentaires au demandeur. Et peut-être même, pourquoi pas, ordonner d'office des mesures d'instruction. Bon, enfin, c'est une hypothèse qui est sans doute une hypothèse d'école. Deuxième cas, il peut y avoir un circuit dit court, c'est-à-dire un simple échange de conclusions et de pièces sans juge de la mise en état. Et puis le circuit long, c'est le renvoi au juge de la mise en état. Alors l'excellent Mathias Murbach me dit que le plus simple, c'est de nommer un juge de la mise en état qui s'arrange pour soit faire du court, soit faire du long. Donc en tout cas dans la simulation, vous avez un juge de la mise en état, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous en servir beaucoup parce que il faut que vous arriviez tous à l'audience des plaidoiries avec une affaire qui ne soit pas avortée avant, parce qu'il y a eu un incident qui met fin à l'instance. Donc, ça ne nous empêchera pas de vous parler des incidents de procédure, mais ça sera une simulation dans la simulation, puisque de toute façon, on fera comme si de rien n'était, et vous finirez par plaider sur un peu tout. On verra d'ailleurs. Enfin, j'ai envie de dire plaider sur le fond, mais il y aura peut-être quand même des histoires d'incidents à évoquer, ou évocables tout au moins. Alors, on part d'idée que nous avons un juge de la mise en état. Attention, ce juge de la mise en état a un certain nombre de pouvoirs, et surtout, vous avez un texte qui vous dit très clairement que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions adressées à la juridiction. Pas très simple, parce que comme la juridiction peut être à juge unique, on a envie de dire à la formation collégiale, mais dans la réalité, pas forcément. Donc ça, c'est l'article 791 du Code de procédure civile, ce qui veut dire que, on a eu des discussions avec Jean-François Carlot et avec Mathias Murbach, mais moi je suis ferme sur les prix. Il faut faire des conclusions spécifiques devant le juge de la mise en état, quitte à faire par ailleurs des conclusions au fond. Dans le doute, vous pouvez tout remettre dans les conclusions au fond, mais ça ne servira à rien, parce que le juge de la mise en état, pas toujours d'ailleurs, mais pour une grande part de ses pouvoirs, a une compétence exclusive. Et alors ça, c'est le célèbre, aujourd'hui, article 789, c'est l'ancien article 771 du Code de procédure civile, qui énumère une série de compétences et qui vous dit au début que si la demande est présentée postérieurement à sa désignation, ça sera le cas ici, le juge de la mise en état est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, et on va en parler, et surtout à la fin, dernier alinéa, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ça, je vous ai lu le texte sur les fins de non-recevoir, mais j'aurais pu aussi vous lire la même chose pour les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Dans les deux cas, les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions et incidents ultérieurement. Donc, faites gaffe. Quand vous avez ces deux catégories de moyens de défense qui sont autres que les défenses au fond, c'est-à-dire les exceptions de procédure, ça c'était classique, et aujourd'hui les fins de non-recevoir, il faut les soulever devant le juge de la mise en état, sinon après vous êtes irrecevable.
enfin irrecevables, au cours de la même instance. Ça laisse entre parenthèses la question de savoir si vous pourrez les soulever en appel. Idée générale, oui. En réalité, il y a des tas d'obstacles. Vous le verrez peut-être dans le cadre de l'étude de la procédure d'appel. Il y a une liste de compétences, donc dans cet article 789. Les deux seules sur lesquelles je vais insister ici sont celles concernant les moyens de défense, qui sont, si on veut, d'une manière générale, des incidents de procédure. Pas forcément des incidents d'instance, c'est plus précis que ça, mais en tout cas des incidents de procédure. Ce sont donc les exceptions et, ce qui est nouveau, les fins de non-recevoir. C'est classique, c'est repris dans le 789 premièrement. Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Je saute certains éléments que je considère pour le moment comme moins importants, et les incidents mettant fin à l'instance. C'est-à-dire que si vous avez des incidents d'instance à proprement parler qui mettent fin à l'instance, par exemple la péremption, ou la caducité de l'assignation, parce que vous n'avez pas enrôlé, c'est le juge de la mise en état qui sera compétent. Nouveauté créée par le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état peut désormais statuer sur les fins de non-recevoir. Ça, c'était une question qui était discutée depuis longtemps. D'un côté, il y a l'idée que si on peut dégager pour la juridiction, enfin pour la formation de jugement, la procédure de tous les incidents, c'est plutôt mieux. De l'autre côté, la Cour de cassation a été jusqu'à présent hostile à ce que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir, parce que on n'est plus totalement dans le cadre de la procédure. Rappelez-vous qu'une des fins de non-recevoir importantes, c'est la prescription, et que savoir si une action est prescrite ou pas, c'est pas uniquement de la procédure, c'est aussi du droit civil ou du droit commercial ou même du droit du travail. Donc aujourd'hui, il est clairement dit dans le 6e de l'article 789 que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais là on tombe sur une difficulté importante, c'est que justement la fin de non-recevoir peut nécessiter que soit tranchée au préalable une question de fond. Alors bon, n'épiloguons pas trop sur les difficultés considérables que ça pose. On peut penser à des situations factuelles, en quelque sorte, dans lesquelles, effectivement, il faut déterminer quelle est la nature de l'action en justice, et selon la nature de l'action, vous aurez des prescriptions ou des délais pour agir, comme on dit, qui sont différentes. Alors, si il y a une question de fond, le juge de la mise en état est quand même compétent pour statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir. À moins qu'une partie s'y oppose. Dans ce cas, il y a un renvoi à la formation de jugement, éventuellement sans clôturer l'instruction. Autrement dit, on aura un renvoi à la formation de jugement qui statuera sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir d'ailleurs, et ensuite ça reviendra devant le juge de la mise en état. Donc les parties peuvent le demander et le juge peut le faire de lui-même. C'est quand même une complication importante en pratique, mais justement on va tester, on va voir ce qui va se passer. Alors, élément essentiel, étant donné que ça bouleverse quand même pas mal le cours des procédures, alors que l'article 789 est en principe applicable immédiatement à compter du 1er janvier, même aux instances en cours, ce 6e n'est applicable que pour les instances introduites à compter du 1er janvier. Dans la mesure où il y a une question de fond, on va statuer dessus par une disposition distincte, et ensuite sur la formation, sur la fin de non-recevoir elle-même. Et alors, ce qui est tout à fait important, c'est que ces décisions font partie
de celles qui ont exceptionnellement, mais c'est une exception qui est très importante, autorité de choses jugées au fond. C'est ce que prévoit l'article 794, enfin au principal, pardon, l'expression exacte, c'est ce que prévoit l'article 794 du Code de procédure civile. Autrement dit, la formation de jugement elle-même ne pourra pas revenir là-dessus. On dirait, c'est normal parce qu'elle ne peut pas être saisie. Elle ne peut pas être saisie, mais elle a la possibilité d'office de statuer sur des fins de non-recevoir à condition qu'elle ait le pouvoir de le faire. Complètement. Et donc, l'autorité de chose jugée fait qu'elle ne pourra pas revenir là-dessus. Alors, justement, en général, quand vous avez une autorité de chose jugée comme ça, il y a logiquement un recours qui est ouvert immédiatement. Et vous savez qu'il y a en principe une impossibilité de faire un appel immédiat des décisions avant dire droit. Les ordonnances du juge de la mise en état, c'est normalement des décisions avant dire droit, mais il y a des exceptions dans l'article 795, et notamment si la décision statue sur une exception de procédure, l'ordonnance du juge de la mise en état statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, eh bien, elle est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification. Voilà, je vérifiais bien parce que c'est toujours ce problème. Effectivement, normalement, un appel, c'est toujours à compter de la signification et non pas à compter du prononcé. Eh bien, on a toujours ça dans notre article 795. Donc, voilà les points complètement essentiels concernant les pouvoirs du juge administratif et surtout les nouveautés qui ont été introduites. Alors, il y a évidemment une comparaison à faire, mais vous la ferez quand vous aurez eu les cours sur la procédure d'appel, avec le conseiller de la mise en état. Il y a une espèce d'alignement des pouvoirs, et vous savez peut-être déjà que le conseiller de la mise en état, quand ces ordonnances sont susceptibles de recours, elles sont susceptibles de ce recours particulier qu'on appelle le déféré devant la Cour. Il y a énormément de déférés et ensuite de pourvoi en cassation contre des déférés. Ce juge de la mise en état a donc aujourd'hui des pouvoirs d'instruction absolument considérables. Je vous rappelle quand même, mais naturellement vous le savez, que le juge de la mise en état est aussi en principe celui qui fait un rapport oral avant l'audience des plaidoiries, que par ailleurs il peut entendre les plaidoiries seul si les avocats ne s'y opposent pas. Ça, ce sont les articles 804 et 805 que vous allez lire tout de suite. Et par ailleurs, il peut y avoir, vous le savez, attribution au juge unique, avec des conditions mais sur lesquelles je ne m'étends pas ici. Et c'est l'article 813, si l'affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Ce qui prouve bien que le juge de la mise en état est quelqu'un de très important. D'ailleurs, quand il est un petit peu, comment dirais-je, ambitieux, etc., il lui arrive de dire « le juge de la mise en état, c'est moi ». Je vous remercie de votre attention.